OK, je pense qu'on va commencer. Bonjour tout le monde, mon nom est Benoît, je fais partie de l'équipe marketing chez Talsum. Très ravi aujourd'hui de se retrouver pour un webinaire sur l'excellence opérationnelle où est-ce qu'on va parler de gouvernance des données et de l'intelligence artificielle dans l'ère du data-driven. Avant de commencer, j'ai quelques petites consignes pour vous, juste pour vous avertir que tout le monde est mis en mode sourdine et que les caméras sont fermées. Vous pouvez poser vos questions à tout moment dans l'espace de clavardage et on va s'assurer d'y revenir à la fin. On a du temps pour ça. Puis ensuite, à la suite du webinaire, vous allez recevoir un courriel avec l'enregistrement et des informations additionnelles pour nous contacter. Donc, pour faire les présentations des animateurs aujourd'hui, on a deux membres honorifiques de notre équipe de Strat Techno, Martin Bourgeois qui est directeur et Paul qui est consultant et conseiller avec nous. Et je lance la parole à Martin qui va vous faire une belle présentation du webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Benoît. Bonjour à tous. Je vous dirais, premièrement, merci à tout le monde d'avoir choisi de partager votre heure de lunch avec nous. Nous sommes très honorés de vous partager nos connaissances, notre expérience, nos cicatrices, les bons coups, les mauvais coups avec vous aujourd'hui. La mission principale à moi et à Paul aujourd'hui, c'est de rendre le sujet pas plate, qu'on vous partage des éléments sur lesquels vous allez pouvoir tabler dans vos décisions futures, dans des mandats que vous allez débuter. Bienvenue à nos clients et bienvenue également aux gens qui sont moins familiers avec notre organisation Talsum. Je vais donc en profiter pour présenter tout d'abord, nous présenter nous, Talsum, qui nous sommes, avant d'entrer dans le vif du sujet. Talsum, notre mission d'abord et avant tout, c'est de créer un avantage positif à travers l'humain, l'innovation et la technologie. Nous ne sommes pas juste une firme de technologie. On est vraiment centré sur l'humain et l'innovation d'abord et avant tout. En quelques lignes, qui nous sommes? Nous sommes une firme de consultation en gestion fondée à Montréal en 2010. Nous avons une présence locale au Canada, bien ancrée au Canada, mais également, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons aussi une présence en France et en Suisse. Nous représentons des clients dans plusieurs industries, plusieurs secteurs d'activité, dont le manufacturier, la distribution, le transport. Pour ne nommer que ceux-là, bien sûr, nous sommes aussi présents dans l'industrie des services. Un élément qui est vraiment au centre de nos valeurs profondes, c'est l'élément social et communautaire. Donc, nous sommes très fiers de dire que nous sommes la première firme de consultation à être devenue certifiée B Corp au Canada, une certification que nous devons maintenir à chaque année. Depuis 6 ans également, nous organisons ce qu'on appelle le Design Thinking Jam pour mettre en œuvre, mettre à profit nos expertises au service des causes à but non lucratif de façon pro bono. Puis finalement, nous sommes membres fondateurs des services professionnels d'ici. Alors, sans plus tarder, le sujet d'aujourd'hui, Paul et Véronique, lors du premier atelier, lorsque vous étiez parmi nous, où on vous a parlé de l'incroyable potentiel de l'intelligence artificielle en entreprise, bien, aujourd'hui, ce qu'on va vous parler, c'est surtout le carburant, les sources d'énergie principales de l'intelligence artificielle que sont les données. On ne vous fera pas de cachette dans un environnement où est-ce que des questionnements sur la sécurité et la confidentialité de nos données sont des préoccupations importantes. Si vous suivez les médias, on en a parlé, on en parle à tous les jours de ça. Pour nous, ce qui est vraiment fondamental de tout ça, c'est d'entreprendre une démarche de gouvernance des données à l'intérieur même de votre réflexion stratégique sur l'intelligence artificielle. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Peut-être, en tant que dirigeant d'entreprise, vous songez à entreprendre une démarche de développement de modèles génératifs dans votre entreprise. Ça se peut que peut-être vous voulez mettre en place des processus soit d'automatisation ou ce qu'on appelle des RPA. Vous n'êtes pas trop sûr par où commencer. Ben, en fait,
toutes ces interrogations impliquent un questionnement à la base sur la gestion de vos données d'abord et avant tout. Je vous partage quelques statistiques vraiment intéressantes qui vont servir vraiment d'entrée en la matière dans notre sujet. Saviez-vous que plus de 50% des projets d'IA qui ont été débutés durant les derniers mois, les échecs qui sont reliés à ça sont reliés à des enjeux de gouvernance. Et que le 2/3 de ces projets-là, dès qu'on met une gouvernance en place, vont augmenter le sentiment de sécurité vraiment parce qu'on a mis une gouvernance en place. 70% de la dette technologique peut être réduite quand on met en place une stratégie de données où on va faire vraiment un lien entre une stratégie de données et l'intégration dans nos démarches de l'intelligence artificielle. Et finalement, d'une source crédible, 95% des décisions d'affaires seraient basées dans un futur rapproché sur des données et des processus qui seraient automatisés. Alors, comment structurer efficacement l'exploitation du plein potentiel de données en entreprise? Pour y répondre, on vous propose vraiment d'y aller en 3 étapes qui vont nous amener à répondre à la question. On va tout d'abord faire une entrée en la matière, question de se mettre au même diapason. On va faire le lien entre les données et l'intelligence artificielle. Pour plusieurs d'entre vous, c'est intuitif, mais on veut quand même faire le point pour s'assurer qu'on part sur la même base. Par la suite, on va parler de la stratégie de données qui va nous amener à parler de la gouvernance de données et ça va nous permettre de vraiment répondre à la question qui est dessus, comment se structurer efficacement. Rapidement, pour se mettre dans le contexte et partir sur les mêmes bases, parlons de qu'est-ce que c'est une donnée. Puis ici, on ne donnera pas un cours théorique, mais une donnée à la base, dans un contexte d'entreprise, c'est une unité de fait, c'est une valeur factuelle qui existe dans notre écosystème à l'état brut et, de façon générale, est non organisée ou non structurée. Les données sont, plus souvent qu'autrement, sont codées à l'aide de systèmes et elles gravitent dans notre écosystème, puis elles permettent... désolé. Et elles peuvent être qualitatives, dans le sens qu'elles peuvent décrire quelque chose, et elles peuvent être quantitatives pour donner une valeur numérique. C'est important de distinguer qu'à la base, une donnée n'est ni organisée ni structurée. En organisation, les données sont collectées, sont digérées. On va alors parler d'un dataset ou d'une information qui là va donner un ensemble de données organisées de façon à expliquer ou à décrire quelque chose. Les organisations font la collecte de données pour en tirer de l'information sur leur processus, par exemple, des produits, des interactions clients. Et c'est là que les choses se complexifient un petit peu. Dans ce qu'on appelle l'analyse de données, on va parler souvent de bonnes données versus des mauvaises données. Ce que vous allez trouver facile ou facile à comprendre, c'est qu'une bonne donnée, intuitivement, c'est une donnée qui va être pertinente, précise, complète, actuelle, accessible, intègre et utilisable. Et le contraire est aussi vrai. Ce qui est moins intuitif, c'est que si c'est relativement facile pour nous de savoir qu'une donnée est manquante, par exemple, ou elle est erronée ou partielle, comment on fait pour savoir qu'on fait affaire avec des mauvaises données dans notre organisation? On ne saura pas toujours que, par exemple, l'ensemble des données qu'on analyse présente des anomalies. Ce qu'on sait, par contre, c'est par expérience, puis c'est souvent les mêmes exemples qui se matérialisent, c'est qu'on va avoir des symptômes. Je vous en parle de quelques-uns, puis vous me direz ce que vous en... Merci, Benoît, t'offre aux gens de poser des questions dans le chat. Je vous donne l'exemple typique qu'on va rencontrer en mandat, c'est que vous avez un dirigeant qui va poser la même question
à 3 équipes différentes, 3 questions d'affaires. Quelle était ma performance pour le produit X, Y, Z la semaine dernière? Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va retourner 3 réponses différentes. Oups, là, on a un symptôme qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas de façon optimale. Vous avez de l'information, puis un autre exemple que je vais utiliser, c'est que vous allez regarder vos rapports de performance dans les équipes, puis vous allez observer, tout à coup, il y a des grandes déviations au niveau des performances, puis on n'est pas capable de les expliquer. Le plus classique qu'on va entendre en mandat, c'est que des efforts surhumains sont requis par plusieurs équipes pour aller chercher une information que vous jugez de base. Tout ça, ce sont des symptômes de données qui sont, on va appeler ça des mauvaises données ou des données erronées. Paul, donne-nous un exemple pour illustrer ça, pour nous donner un petit peu plus de visuel. Parfait. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Et sans plus attendre, passons à l'exemple. Donc, un exemple simpliste parmi les plus simples, mais un exemple qui est très parlant. Imaginons que nous sommes en train d'analyser un sondage sur la satisfaction client, quelque chose qu'on a tous fait à un moment ou à un autre pour notre organisation. Eh bien, dans l'exemple, si tu vas à la slide suivante, je cherche à illustrer que un dataset, donc un jeu de données brut, va donner une conclusion totalement différente d'un jeu de données qui a été nettoyé et qui va nous amener à avoir des conclusions très différentes. Donc, si vous regardez à gauche, comparaison des données, l'histogramme bleu, la barre bleue, représente le sondage lorsqu'on l'analyse de manière brute. Et la moyenne, c'est 4,3. Donc, une plutôt bonne satisfaction client. On peut être satisfait en tout cas. Il y a des améliorations à apporter, certes, mais on est bien. Alors que le dataset nettoyé nous amène à avoir une moyenne de 3,3. C'est une autre histoire ici. On commence à être dans une zone dangereuse en termes de satisfaction client. Alors, c'est un exemple tout simple, mais l'idée, c'est que vous compreniez que des mauvaises données, c'est vraiment catastrophique pour l'analyse et pour la prise de décision. Et ce type d'écart-là peut se justifier de bien des manières. Souvent, il y a un manque de standardisation dans la structure des données. Par exemple, si je réponds yes avec un Y majuscule et yes avec un Y minuscule, on sait, nous, en tant qu'humains, que c'est la même information. La réalité, c'est que c'est pas la même information parce qu'on n'a pas standardisé. Il y a aussi les valeurs aberrantes, les valeurs extrêmes, les valeurs manquantes. Donc vraiment, là, on a un problème sur l'intégrité des jeux de données. Ça peut être dû au fait qu'on les ait mesurés d'une manière trompeuse ou inappropriée. Bien des explications. Et puis enfin, il y a tout simplement ce qu'on a tous déjà croisé, les doublons ou les données dépassées, les données outdated en anglais. Donc vraiment, on peut se retrouver, par exemple, dans le dataset que j'ai utilisé, il y avait des données qui n'avaient pas été nettoyées d'un sondage de l'année précédente. C'est tout bête, mais ce sont des petites erreurs d'ordre logistique, des erreurs humaines, qui font qu'on se retrouve avec ce genre de cas de figure-là. Et là où c'est un gros enjeu, c'est que si on se base sur des données qui ne sont pas fiables pour prendre des décisions, alors nos décisions vont nous amener à un gaspillage de temps, d'énergie et ultimement d'argent. Ça mérite une réflexion. Fait que la conclusion de tout ça, garbage in, garbage out. Vous devez vous baser sur vos données, sur des bonnes données dont vous avez confiance. Et sur ce, je repasse la balle à Martin. Merci, Paul. Garbage in, garbage out. Hein? Bon, quand on prend cette réflexion-là, puis on l'extrapole à un extrapole, c'est un drôle de jeu de mots, en jeu avec l'intelligence artificielle, ben, le lien à faire ici, c'est que les avancées de l'intelligence en IA, en particulier au niveau des modèles génératifs, rendent les défis de la qualité de la donnée encore plus intéressants, pour ne pas dire plus complexes. Les modèles génératifs, en particulier, utilisent une grande quantité de données. En fait, ils carburent à toutes les diverses sources de données sur lesquelles ils vont s'alimenter. Puis qu'est-ce qu'on voit? C'est ce que vous voyez, vous entendez dans les médias. On se retrouve avec des enjeux de sécurité, confidentialité. Qu'est-ce qui se passe avec l'information qui a été utilisée par ChatGPT, par exemple? Est-ce que l'information qui a été utilisée est fiable? Bien, vous avez entendu parler des hallucinations de ChatGPT pendant à peu près la moitié de l'année 2023. Puis aussi l'élément de pertinence. Bien, là, si vous avez suivi jusqu'à maintenant, le lien à faire ici, c'est que dans la majorité des cas, ce qui engendre ces enjeux à différents niveaux, bien sûr,
Ce sont des enjeux qui sont reliés à quoi? La qualité des données. Donc, ici, l'équation est ultra simple, mais c'est la réflexion à avoir en entreprise. Si à la base, les données sur lesquelles vous vous appuyez sont incomplètes ou de mauvaise qualité, guess what? Ça va engendrer ce qu'on appelle des biais où vous allez regarder vos datas d'un seul angle. Et guess what? Si votre IA génératif s'appuie sur ces données-là, ben, ça va vous donner un engin IA qui va soit générer des hallucinations ou une vue incomplète sur la décision d'affaires que vous cherchez à répondre. Ben, vous aurez deviné que quand ce qu'on disait tantôt, la différence entre des bonnes et de mauvaises données, ben, des bonnes données sont généralement issues d'un processus de collecte et de transformation super bien structuré puis organisé et servent un objectif ou une mission bien précise qui est de répondre à une interrogation, une décision, une question qu'on se pose en tant qu'entreprise. Alors, comment faire pour adresser ces enjeux de mauvaises données en entreprise? Bien, le cheminement que nous, on a fait, c'est qu'on pense que ça doit passer d'abord et avant tout par la mise en place d'une stratégie de données. Qu'est-ce qu'une stratégie de données? Bien, commençons par dire, c'est quoi une stratégie d'entreprise? Une stratégie d'entreprise, c'est, dans le fond, votre playbook que vous allez utiliser pour gagner dans le marché. C'est vraiment le plan d'attaque que vous avez besoin pour réussir. Au niveau des données, c'est la même chose, excepté que c'est relié à l'utilisation de nos données d'entreprise. Donc, c'est le plus haut niveau de direction que l'organisation va donner à ses ressources pour les mobiliser dans la création, l'utilisation et la gestion des données de l'organisation. Avec pour mission de transformer les données brutes en quelque chose d'ultra simple, c'est transformer les données brutes en informations qui vont supporter la décision. Autrement dit, c'est de transformer les données en actifs stratégiques. Puis, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pense que la meilleure façon que j'utilise pour décrire c'est quoi une stratégie de données, parce que ça peut être très abstrait pour des gens qui sont sur le terrain, pensez que les données comme telles sont des morceaux de puzzle, les pièces d'un puzzle. Et vous avez besoin d'avoir une façon de résoudre votre puzzle ou créer votre puzzle. Bien, la stratégie de données, c'est ça. Ça vous permet de mettre en place toutes les pièces pour former votre puzzle, puis vous donner une belle photo de Paul en puzzle. Alors, pourquoi c'est important d'avoir une stratégie de données? Bien, de toute évidence, la première chose qu'on va remarquer quand on met en place une stratégie de données, c'est que vous allez avoir un alignement entre vos objectifs d'entreprise et les objectifs visés par la stratégie de données, ce qui va vous donner un alignement. Puis qui dit alignement, ça veut dire une meilleure utilisation de vos ressources et donc possiblement une accélération de votre exécution et peut-être même une réduction du temps et effort de vos gens qui sont en train de travailler pour vous pour produire vos rapports de performance, par exemple. Ici, je dis rétroviseur versus regarder vers l'avant. Combien de dirigeants vont nous dire, Martin, je suis toujours en train de regarder, j'ai de la misère à expliquer ce qui s'est passé il y a 3 mois. Comment je fais pour me propulser vers l'avant? Bien, lorsque vos données sont exploitées de façon optimale, vous êtes en mesure non seulement de réagir plus rapidement face au changement, parce que vous êtes en mesure de l'anticiper, et peut-être même gagner un avantage sur le compétiteur qui, lui, a peut-être une stratégie de données. Je pense que l'élément qui fait vraiment réfléchir davantage les dirigeants, c'est que penser que, à la base, avoir une stratégie de données, c'est aussi dire que toutes les décisions ou la majorité des décisions de l'organisation sont dorénavant appuyées par des faits et des informations plutôt que des opinions et des intuitions. Ça, c'est vraiment parlant. Autrement dit, là, sans stratégie de données, c'est comme chercher la réponse à votre question d'affaires dans des centaines de directions différentes sans jamais y arriver, sans jamais répondre à la question. Paul,
Je pense que tu as une bonne illustration là, pour nous donner des exemples Yes, du absolument. potentiel d'avoir une stratégie de données dans un angle d'intelligence artificielle. Absolument. Donc, c'est une illustration, mais plutôt comique. Certains d'entre vous l'ont sans doute déjà vue, mais je vais quand même passer au travers parce qu'elle est très parlante. Donc, vous voyez en haut à gauche le cadran dans le dessin, les data, donc les données. Les données, elles sont brutes ici, elles ne sont pas catégorisées en aucune forme. Et quand on est capable de les labelliser, de leur donner, de leur donner des caractéristiques, c'est là que ces données deviennent des informations. C'est un premier pas. Puis quand on est capable de tracer les liens entre ces informations, c'est là qu'on commence à avoir des connaissances minimales, mais on commence à y voir plus clair. Et surtout, on est capable d'identifier quelles sont les relations qui nous intéressent. C'est là qu'on commence à avoir les fameux insights, les faits saillants. Et quand on est capable de comprendre ces faits saillants, alors là, on atteint un niveau de connaissance, un niveau de sagesse selon leurs propres mots. Mais je pense qu'on peut parler de connaissance, de compréhension, qui est intéressant. Fait que vous voyez à travers ce cheminement comment est-ce que la donnée doit passer à travers plusieurs étapes avant de nous permettre d'y voir clair. Et chaque étape est nécessaire. Il faut faire preuve de cette rigueur-là pour pouvoir aller chercher de la richesse dans nos données. Mais c'est possible. Bien sûr, il faut quand même faire attention parce que si on commence à relier les points de toutes les manières, ben on arrive à la dernière case. J'espère que vous sauriez derrière vos écrans. Conspiracy theory, sans aller dans la version complotiste, l'idée c'est juste de dire que c'est facile de relier les points entre eux et de trouver des liens qui n'ont aucun sens mais qui sont alléchants. Je pense. Je pense notamment à un exemple que j'avais en cours de statistique, qui est celui de vous vous couchez le soir avec vos chaussures et le lendemain matin, vous allez vous réveiller avec un mal de crâne. La réalité, c'est que c'est pas parce que vous vous couchez avec vos chaussures que vous avez mal à la tête. Ça, c'est une corrélation, hein, en effet, mais les deux phénomènes sont pas reliés. C'est le verre de trop que vous avez pris la veille qui a fait que vous êtes couché au lit avec vos chaussures et que le lendemain matin, vous avez probablement un petit peu mal à la tête. Fait que voilà. Mais maintenant, on va parler d'exemples plus concrets. Merci beaucoup. Fait que quand on parle de stratégie de données, il y a 3 niveaux qu'on peut aller chercher en termes de maturité. Et les 3 niveaux se succèdent de manière assez intuitive. Fait que le premier niveau, c'est tout ce qu'on appelle descriptif. Et l'idée, tu peux appeler, merci. Donc, c'est tout ce qui est descriptif. Et l'idée, c'est de cerner la situation actuelle. Je ne vais pas passer à travers le tableau, mais l'idée, c'est vraiment de dire, dans mes données, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis capable de lire l'information que je vois? Ensuite, quand j'ai atteint un niveau de maturité suffisant, que je vois clairement ce qu'il y a, donc là, j'ai déjà fait un bon bout de chemin, je suis capable de dire que mes données, je peux les exploiter et qu'elles sont fiables, bah, je peux passer à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle prédictive. Et tout ce qui est prédictive, l'idée, c'est de prédire le futur en se basant sur le passé. Ça part du principe, et c'est important ici, la nuance est importante. On part du principe que notre passé nous permet de prédire l'avenir. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans beaucoup de cas de figure, c'est possible. Donc, si on arrive à avoir des prédictions basées sur des données, déjà, on fait un gros pas en avant en termes de maturité d'entreprise et de valorisation des données. Et le dernier niveau, celui qui nous intéresse aujourd'hui et qui est devenu beaucoup plus accessible grâce à l'intelligence artificielle générative, c'est ce qu'on appelle la valorisation prescriptive. Donc, prédictive, prescriptive. Ça se ressemble, mais c'est pas la même chose. Prescriptive, eh bien, l'idée ici, c'est de simuler des résultats et d'identifier les paramètres à influencer. En d'autres mots, on cherche à comprendre parmi toutes les options qui sont sur la table, laquelle est la meilleure pour nous. Et on roule des simulations, on fait des prédictions et on teste des scénarios. Si les prix augmentent, qu'est-ce que ça signifie sur mes produits? Puis, est-ce que je suis mieux de genre cibler mieux ma clientèle ou bien de réduire mes charges, etc. Là, on est vraiment dans de la prescription. Ça, c'est de la théorie. Maintenant, je vais passer à la pratique. Un petit exemple, puis je vais aller rapidement dessus. Imaginons que Talsom soit une entreprise brassicole et non pas un cabinet de consultation. Et on veut créer une bière pour l'automne 2024. D'habitude, je passe à travers tout un exercice d'analyse de marché, de création de recettes, etc. Aujourd'hui, on va se concentrer exclusivement sur la partie forecasting financier et le fait de calculer en fait les matières premières, combien elles me coûtent et combien va me coûter les différentes recettes de bière que j'ai. Et si on va à la slide suivante, la première chose que je dois faire, c'est comprendre mon marché. Et en IA descriptive, ça veut dire que je vais prendre l'historique des prix. Donc, combien ça m'a coûté durant les 5 dernières années dans le cas présent, mes différents
mes différentes matières premières. Donc, vous voyez le tableau en haut, on peut voir les framboises, le chocolat, le houblon, les céréales, etc. Je tiens à préciser, ce n'est pas les vrais prix. J'ai eu du mal à trouver un dataset, un jeu de données qui représente ces différents produits sur 5 ans, mois par mois. Donc, je crée des fausses données. Mais voilà, ça, c'est pour la transparence. Et donc, l'IA descriptive, je lui demanderais tout simplement de creuser les données et de me dire comment les prix ont évolué. C'est vraiment aussi simple que ça, c'est de dire sur des données fiables, peux-tu me montrer comment la tendance s'est dessinée? Et on voit à gauche le graphique, puis à droite, on voit les chiffres, et on voit par exemple que le chocolat noir a augmenté de 70% sur les 5 dernières années. Une bonne chose à savoir. Et ça nous permet d'avoir une bonne idée de qu'est-ce qui se passe et de à quoi m'attendre. Mais maintenant, ce qui m'intéresse dans la création de cette bière, c'est de savoir combien ça va me coûter l'année prochaine. Et c'est là qu'on va passer à la partie prédictive de l'IA. Et dans cet exemple-là, vous voyez qu'en haut, je peux utiliser les données, des données fiables, encore une fois, des bonnes données, pour pouvoir réaliser toutes sortes d'analyses. Et dans le cas présent, je réalise une analyse ARIMA. Donc, ARIMA, si vous avez un bagage en finance ou en statistique, vous en avez sans doute déjà fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une analyse assez fréquente qui permet de prédire des tendances, notamment financières, mais ça peut être des tendances en général, basées sur l'historique de données. Et dans le cas présent, je me sers de mon historique de données pour pouvoir dire à quoi ça va ressembler à travers 2024 les prix. Et dans le cadre du chocolat noir, on estime que le prix va augmenter. Il était à 38,39 dans mon exemple, et il va augmenter à 42,98 dollars l'unité. Et dans le cas présent, c'est des kilos, 42 dollars par kilo. Donc ça me permet déjà d'avoir de l'information qui se veut plus fiable pour pouvoir faire des planifications, des prévisions financières. Et c'est ce que je fais. Comme je vous l'avais dit dans l'exemple, d'habitude, je génère des recettes, etc. Là, je vous la sers tout de suite. Donc, en bas à gauche, vous avez un exemple de recette. Puis à droite, vous avez 3 variantes qui ont été calculées. Et l'idée, c'est de pouvoir dire, la recette originale qui est proposée, c'est la gauche, elle va me coûter 23,25 $ par quantité créée. C'est 20 litres dans l'exemple. Puis la recette un petit peu plus forte en framboise, donc il y a plus de framboise, il y a moins de chocolat noir, c'est 22,54. Et la recette un petit peu plus fancy, un petit peu plus luxueuse, incluant de la vanille, de la vraie vanille, est nettement plus chère à presque 28 $. Vous voyez comment on peut déjà y voir un petit peu plus clair en utilisant nos données pour faire des prévisions financières. Et bien sûr, on pourrait creuser, on pourrait faire d'autres recettes, tester d'autres forecasting, on pourrait faire varier des paramètres, etc. Donc, on peut vraiment aller loin quand on commence à avoir ce genre d'outils-là qui sont accessibles. Mais là, il nous reste une dernière étape, c'est la partie prescriptive. Parce que certes, j'ai pu calculer les prix, mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir réduire les coûts de production de mon produit. Comment est-ce que je peux faire? Et bien, en utilisant l'IA, aujourd'hui, je peux explorer différentes idées. À la base, je lui ai demandé, basé sur tout mon contexte, qu'est-ce que tu me proposes pour améliorer ma gestion? Et donc, vous voyez, il m'a fait, ça c'est la partie en haut, il m'a proposé toute une série d'alternatives. Évidemment, des choses assez simples qu'on connaît tous, comme l'achat en gros, ou bien optimiser les processus, ou encore aller chercher des ingrédients dans des sources alternatives. C'est intéressant, il a proposé l'économie circulaire ou l'approvisionnement communautaire, donc des choses qu'on n'imagine pas forcément, dépendamment de qui on est ou des fois, les entreprises, on a tendance à faire les mêmes choses d'une certaine manière. Ça nous ouvre des perspectives qu'on a peut-être ignorées et qui pourtant sont évidentes. Et surtout, je peux continuer à creuser ces idées-là. Par exemple, si je veux optimiser mes processus, c'est facile à dire, mais comment je le fais? Et puisqu'on est des brasseurs, l'IA que j'avais créée pour l'occasion, elle est capable de me dire, voici plusieurs méthodes. Et ça, c'est la deuxième question en dessous. Comment optimiser les processus? Et elle me propose des choses qui sont très intéressantes. Premièrement, la maintenance prédictive, qui me permet de prévoir 60 à 90 jours à l'avance, donc 2-3 mois à l'avance, le risque de bris d'une machine. Je peux savoir à l'avance si ma chaîne de production va être interrompue parce qu'une machine est fragile et dysfonctionnelle. Et comme je le sais vraiment à l'avance, je peux l'entretenir, donc je limite les perturbations, je peux commander des pièces détachées si c'est nécessaire, et ainsi de suite. Et encore une fois, ça se fait avec des bonnes données, des données qu'on récolte sur nos machines, mais aujourd'hui, c'est accessible. Ensuite, je vais passer pas à travers tous les points, mais j'attirerai votre attention sur tout ce qui est gestion de l'énergie et de l'eau. Là encore, on sait qu'on a un processus qui nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau, et il y a moyen de la recycler. Et on peut calculer l'énergie qu'on pourrait recycler, on peut calculer le recyclage de l'eau également dans ce processus-là.
Là encore, on fait de la prévision basée sur de l'IA prescriptive. Et on pourrait parler encore longtemps de comment on peut explorer ces capacités d'IA, mais je pense que ça vous ouvre bien l'esprit sur ces capacités-là. En tout Merci, cas, Paul. ouais, dernière slide, il me semble, pour conclure. Ouais. C'est ça. Donc, ça résume ce qu'on vient de discuter, notamment l'analyse financière, la prévision financière, ainsi de suite. Puis le dernier, c'est l'image à gauche qui a été générée en IA aussi. Ça, c'est juste pour le fun, en espérant que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et je repasse la balle à Martin. Merci, Paul. Ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais juste revenir très rapidement sur la diapo. Ce qui débute toujours la recherche, c'est la question. Est-ce que vous posez les bonnes questions? Les bonnes questions sont vraiment articulées dès le départ au niveau de la stratégie de données. Ben, maintenant, si la stratégie vous donne la vue du puzzle que vous devez résoudre, comment faire pour aller vraiment, on a vu vraiment des éléments à haut potentiel que Paul nous a présenté tantôt, mais comment faire pour avoir les moyens de nos ambitions, pour ne pas ne reprendre cette phrase un peu galvaudée, mais en fait, c'est en prenant le chemin de la gouvernance. La gouvernance, dans le fond, c'est très simple, c'est une démarche qui est claire, mais c'est une démarche qui est organisée, qui vise à faire en sorte que, encore une fois, nos ressources sont bien structurées. Bien structurées comment? C'est en ayant des rôles et des responsabilités bien définis, en ayant des processus clairement établis, en ayant des définitions, des politiques et des standards qui permettent à l'organisation d'atteindre ses objectifs. Parce que c'est beau d'avoir une stratégie, il faut mettre le cadre pour supporter l'organisation vers l'atteinte de ça. Et ça va jusqu'à la gestion de la qualité de la donnée, puis en particulier la précision, les sources, comment les données sont transformées, etc. Donc, la gouvernance ici vous permet de bien structurer et baliser à la fois la création, la gestion et la consommation de vos données dans un environnement contrôlé. Là, je reviens encore avec l'exemple de la gouvernance de données et l'intelligence artificielle. Vous imaginez encore que avec tout ce qui est en train de se développer, bien, il y a un degré de complexité qui s'est ajouté avec l'introduction ou l'accélération de l'intelligence artificielle. Et ça nous force à mettre beaucoup plus d'emphase sur des facteurs supplémentaires qu'on n'a jamais pensé avant. Mais pour augmenter le niveau de confiance et de sécurité dont on fait tant mention dans les médias ces jours-ci, bien, c'est une démarche de gouvernance des données qui va vous aider à vous donner ce sentiment de contrôle et de sécurité. Ça va vous permettre de réduire le niveau de risque, d'augmenter le niveau de clarté, de faire progresser l'organisation dans la bonne direction et même de saisir des opportunités et des exemples de pratiques émergentes dans un contexte d'IA. Je vous donne 3-4 exemples. En développant des modèles IA génératifs à l'intérieur de votre organisation, ben, vous allez probablement vouloir mettre en place un processus de validation du raisonnement du modèle. Vous allez sûrement vouloir mettre en place un outil du cheminement de l'algorithme de calcul. Vous allez vouloir former des modèles avec des données qui ont une traçabilité, de voir d'où est-ce qu'elles proviennent, ces données-là. Donc, tout ça va vous permettre de vous amener à cheminer dans votre réflexion sur l'intelligence artificielle. Donc, encore, je reviens avec mon équation simple du départ. La gouvernance de données, selon nous, là, est critique dans votre réflexion de l'intelligence artificielle. C'est vraiment à partir d'une saine gouvernance, vous êtes en mesure d'aller chercher des meilleures analyses de données parce qu'ils sont mieux contrôlés, mieux balisés. Et en retour, ça va vous permettre de développer des modèles d'intelligence artificielle améliorés et plus performants. Alors, par où on commence? Parce que là, on a donné beaucoup d'informations, puis ça peut sembler abstrait et complexe. Nous, appuyer sur les pratiques, notre expérience en mandat, on vous suggère une approche très simple. Ici, on met vraiment l'emphase. Je suis certain, si vous faites une recherche sur Google ou votre engin GPT favori, on va vous donner 12 meilleures pratiques, 12, 13 meilleures façons de faire pour aborder une gouvernance de données en entreprise. Mais nous, ce qu'on vous propose ici, c'est ce qui a fonctionné dans nos mandats, puis ce qui est parlant pour les dirigeants d'entreprise. La première chose, puis on est constant dans notre discours, c'est commencer avec le pourquoi. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous voulez aborder la notion d'intelligence artificielle en entreprise?
Est-ce que, par exemple, est-ce qu'on vit des enjeux de sécurité? Est-ce qu'on a des inquiétudes quant au niveau de notre main-d'œuvre et la capacité à faire face aux nouveaux défis de la technologie? Est-ce que votre compétiteur l'utilise? Puis comment ça se fait que nous, on ne l'utilise pas? C'est important de commencer avec le pourquoi. En mauvais français, Start with Why d'un auteur très, très connu. Ensuite, ben, on ne vous fera pas de cachette. Le potentiel de l'intelligence artificielle il est extraordinaire, il est inouï. Puis on est au début de ce développement-là. Donc, c'est important de vraiment de voir jusqu'à où on peut aller. Puis pour paraphraser une phrase que notre président utilise souvent, be bold, de regarder jusqu'à où ça peut nous amener. Mais en même temps, il faut être assez humble pour décider de commencer progressivement. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de choisir ses chantiers, mais de faire un choix. Soit d'y aller avec un cas d'usage ou une problématique bien définie, ou de répondre à une seule question d'affaires pour débuter, puis partir de là. L'idée générale ici, c'est de mettre en place une fondation solide sur laquelle on peut ajouter des couches et d'avancer. Puis finalement, ben, un autre élément qui peut paraître cliché, mais qui fonctionne tellement, et c'est tellement important de nos jours, c'est soyons clairs dans nos objectifs. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Est-ce que je veux améliorer ma productivité? Est-ce que je veux faire en sorte que mes gens soient plus flexibles? Donc, c'est vraiment important ici de clarifier et de prioriser et de quantifier dans la mesure du possible vos ambitions. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? En conclusion, une gouvernance de données, ça entraîne un environnement mieux géré, plus sécuritaire et plus complet, ce qui a pour effet une meilleure analyse de vos données et ce qui a pour effet un meilleur support à la décision. Et l'effet ultime de tout ça, ça vous permet d'aborder la technologie de l'intelligence artificielle avec beaucoup plus de confiance. Bien sûr, nous sommes bien équipés pour vous aider à initier votre parcours en données et en intelligence artificielle. Nous, il y a 3 sphères d'activité sur lesquelles on peut vous supporter comme entreprise, que ce soit au niveau stratégique, par exemple. On peut participer avec vous à un atelier de découverte. On peut amorcer la réflexion stratégique avec vous et on peut définitivement débuter un mandat de gouvernance, que ce soit au niveau des données et intelligence artificielle. On peut participer avec vous au processus d'évaluation de vos capacités à faire face aux défis technologiques, aux défis de processus, des rôles et responsabilités. Et finalement, on peut aussi vous épauler dans l'exécution de vos cas d'usage que vous désirez tester, soit en boucle d'amélioration ou d'une autre façon en mode agile, par exemple. Et finalement, déployer votre feuille de route. Si vous êtes intéressé, ce qu'on vous encourage à faire, je vais mettre à l'écran notre code QR et la présentation va vous être partagée par la suite, bien sûr. N'hésitez pas à cliquer sur le code QR, ça va vous permettre d'entrer en contact avec notre fantastique vice-président Stéphane qui va vous permettre d'amorcer cette discussion-là en toute confiance et en toute confidentialité. Sur ce dernier point, je regarde, on est vraiment serré, je suis désolé. On était passionné par notre sujet. Benoît, je te redonne la parole pour le mot de la fin et les prochaines étapes. Oui, merci beaucoup, Martin et Paul. Le webinaire que vous assistez aujourd'hui fait partie d'une série où est-ce que Talsum se questionne sur la démocratisation de l'intelligence artificielle en entreprise. Donc, via nos canaux, vous allez pouvoir voir le premier webinaire si vous n'y avez pas assisté. Vous allez recevoir celui d'aujourd'hui et on vous invite à vous inscrire très prochainement à celui qui va vous permettre de naviguer le changement vers toute cette implantation de stratégie-là, dans le fond. Je vois qu'il n'y a pas de questions de la part de nos gens. Moi, j'en ai une pour toi, Martin, que je vois beaucoup circuler là, sur les médias sociaux parce qu'on parle beaucoup de données en ce moment. Est-ce que la strat puis la gouvernance de données, c'est un projet qui est seulement pour les TI? Ah, c'est une bonne question. Je pensais que tu avais entendu cette question-là, Benoît, autour de la machine à café. Mais, oui, aussi. Ben, on se la pose. Ben non, figurez-vous donc que
Un des plus grands mythes, c'est de penser qu'une démarche en stratégie de données et en gouvernance, c'est une affaire pour le département des TI. Détrompez-vous. C'est la meilleure façon d'aller chercher le plein potentiel de ces éléments-là, c'est d'aborder ça en tant qu'organisation. Donc, ça débute avec les plus hautes instances de la direction et tous les membres qui ont un impact direct ou indirect sur la lecture des données, la transformation des données, l'interprétation des données, doivent être impliqués dans la démarche pour que ça fonctionne. Ce n'est pas juste une affaire de TI. C'est une bonne question, Benoît. Est-ce que c'est des projets qui sont longs, complexes, quand on les aborde? Ça aussi, c'est une bonne question. Ben, nous, l'approche qu'on favorise, c'est une approche d'y aller, comme je disais tout à l'heure, c'est d'y aller progressivement. Pour nous, c'est plus important de bien cibler la question à laquelle vous désirez répondre, d'y aller par cas d'usage bien ciblé, bien spécifique, avec des données qui sont bien circonscrites, je dirais, plutôt que partir dans toutes les directions pour essayer de résoudre les enjeux planétaires. Donc, nous, on est vraiment partisans d'une approche progressive. Moi, il va par cas d'usage ou on y va par questions fondamentales sur lesquelles on se pose. Parfait. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. J'aimerais remercier à tout le monde de leur participation aujourd'hui, d'avoir pris leur heure de dîner avec nous. J'ai vu quelques thalassémiens aussi là, qui travaille avec nous au quotidien. Merci d'être venu nous voir, nous encourager. Puis, on va attendre les communications par courriel pour la suite, pour la diffusion. Puis, si vous avez des commentaires, des questions, on se fait toujours un plaisir d'y répondre pour vous. Puis je pense aussi, Benoît, qu'on va partager la présentation aux participants. Hein? Oui, absolument. Super. Ben, à bientôt, j'espère, chers clients et potentiels clients. Bon après-midi à tous et à toutes. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.